sur les conventions de signes, je pense qu'il vous l'a fait en cours, mais c'est vraiment important et on va le revoir ici. C'est que premièrement, les électrons, ils sont de charge négative. Alors ça, c'est conventionnel, parce que quand on a découvert la charge de l'électron, on aurait pu dire que c'est plus, mais on a dit que c'est moins. Donc les électrons, comme ils sont de charge négative, ils sont repoussés par les charges, par la plaque de charge positive. Donc eux, ils vont du plus au moins. Donc ça, c'est purement conventionnel. Hein. D'accord ? Alors l'autre chose qui est super importante, ok, c'est que quand on va définir, attendez, je vous dis une bêtise, ils vont du moins au plus, justement. Ils sont repoussés par la charge moins, donc ils vont du moins au plus. Ils sont attirés par le positif et repoussés par le moins. Et par convention, le courant, on dit qu'il va du plus au moins. Alors tout ça, c'est conventionnel, il faut le respecter par contre. Et la deuxième chose, c'est que la loi d'Ohm, alors la deuxième chose, c'est que les flèches, quand on parle de VBC par exemple, ben, on dessine la flèche, elle va de B vers C. C'est purement conventionnel. Voilà, si vous faites VBC, comme ça, c'est VB moins VC. On aurait pu dire VC moins VB, c'est comme ça. Et ça se dessine comme ça, vous ne posez pas de questions, c'est comme ça. D'accord ? Il n'y a pas une physique lourde derrière, c'est purement une convention. Et la troisième chose à retenir, c'est que la loi d'Ohm, vous la connaissez tous, c'est U égale RI, définie de la façon suivante. Elle est définie pour une tension définie comme ça, dans ce sens-là, et un courant défini comme ça. Là, les flèches se croisent. Okay. Donc ça, c'est vraiment conventionnel. D'accord ? Si dans votre schéma, les courants et la tension sont dans le même sens, vous avez U égale moins RI. Okay. Il se peut qu'à un moment, vous tombiez sur un circuit où les courants et la tension sont définis dans le même sens. Pourquoi pas hein. Ça peut arriver. À ce moment-là, vous avez U qui est égal à moins RI. C'est tout bête, d'accord ? C'est pas de la physique profonde en se demandant pourquoi tout d'un coup l'électron change de signe. C'est purement conventionnel. On a décidé que U égale RI avec les conventions de signe comme ça. D'accord ? Donc ça, il ne faut pas vous poser des questions et des angoisses métaphysiques. Vous l'apprenez par cœur et c'est comme ça et c'est fini et voilà. Ok ? Et quand vous faites un exercice, vous ne vous posez pas d'angoisse, c'est pareil. C'est défini comme ça et puis on n'en parle plus. Ok ? Donc, vous allez me faire l'exercice 1, vous le faites très rapidement, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. En fait, à votre niveau, c'est essentiellement la loi d'Ohm hein, que vous allez appliquer, là, c'est celle-là. Hein. Vous allez l'appliquer dans tous les sens. Bon, excusez-moi, je suis en train de faire que des choses pas propres. Donc, c'est cette loi-là que vous allez appliquer dans tous les sens. Voilà, celle-là. Vous allez appliquer dans tous les sens. Mais vous verrez, par exemple, l'exercice 1, c'est super simple. Hein, vous appliquez U égale RI. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut trouver bien les signes, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à trouver. Quand on vous donne VD moins VC, il faut mettre la flèche dans le bon sens, quoi. Et puis, c'est tout. Ok ? Alors, l'autre chose qui peut être trompeuse dans ces trucs-là, c'est que le dessin, des fois, il trompe le dessin. C'est-à-dire que vous savez pas trop, vous voyez pas trop les choses. À dessin, vous avez toujours le droit de le déformer continuellement. C'est-à-dire que vous pouvez bouger la résistance d'endroit, vous pouvez changer les fils, etc. Faut pas changer le circuit. Vous pouvez changer, par exemple, si R1 elle vous paraît bizarre, vous pouvez mettre R1 verticalement. D'accord ? L'essentiel, c'est que les fils restent connectés au même endroit. Vous n'êtes pas obligé de laisser R1 horizontalement. Vous pouvez le mettre verticalement et tirer le fil autrement. D'accord, je vous montrerai ça. Ça, c'est souvent très pratique quand on ne sait pas trop comment sont les trucs.
Ok. Donc je vous laisse commencer cet exercice. Alors surtout, restez pas le stylo en l'air. Vous essayez de me faire quelque chose, de mettre les tensions, de mettre les courants. Là, il vous demande de rappeler le sens de circulation des électrons et du courant, d'accord? Bon, mais ça, on vient de le faire en haut, donc vous me le dessinez. L'expression du courant I en fonction de U, R1 et R2, ben c'est pareil, vous faites quelque chose, hein, vous ne restez pas le stylo en l'air, vous essayez de m'appliquer ces lois. Ok. Je remets mon masque et je passe dans les rangs pour vous aider. Je vais vous montrer un truc sur cet exercice qui, à mon avis, est assez sympa. C'est de ne pas garder le circuit comme ça. Je vais vous montrer comment je le dessine de façon plus sympathique. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le dessiner comme ça. Ouais, non, mais vous cherchez quand vous voulez, mais là, vous arrivez avec une demi-heure de retard. Bon, installez-vous. Alors, donc ce truc-là, je vais le transformer un tout petit peu. Vous allez voir comment je vais faire. Je garde toujours le plus ici, le moins ici. Ok. J'ai toujours un truc qui a la masse. J'ai un point qui a la masse ici, mais je vais simplement le transformer de la façon suivante. D'accord, vous êtes d'accord que c'est le même circuit. Je vais vous mettre les points ici. Ensuite, s'il faut faire attention, c'est que D, il se retrouve là. D'accord. J'ai C qui est toujours là et j'ai B qui est là. D'accord, c'est strictement le même circuit. D'accord. Sauf que vous avez déplacé R1, au lieu de le mettre là, vous le mettez là. Alors souvent, ça c'est un circuit qui est beaucoup plus simple à visualiser. Parce que vous n'avez plus de virage. D'accord. Donc en fait, il ne faut pas hésiter quand vous faites des circuits à déformer. Alors il faut le déformer continuellement, il ne faut pas que je change, que je croise des trucs si vous voulez. Mais là, tant que je ne croise pas des trucs, ça va être plus simple pour vous de visualiser où est la somme des tensions et la somme des flèches, etc. D'accord. Vous allez voir en particulier la question où vous avez des problèmes de somme des tensions, là ça devient évident, parce que vous avez les flèches qui sont alignées. Alors, première question, le sens de circulation. Bon, ben ça c'est évident. On a dit que les électrons, ils vont du moins au plus. D'accord. Donc les électrons, ils vont comme ça. Et donc par conséquent, le courant, il va comme ça. Ça, c'est vous avez tous trouvé ça. Alors, quelle est l'expression du courant I dans le circuit en fonction de U, R1 et R2? Alors, le U, il est comment? Le U, la tension U, elle est définie comment? Elle est définie comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors maintenant, je vais faire un truc un peu plus simplifié, c'est-à-dire que ce circuit-là, vous avez vu les lois d'addition des résistances, non? Oui ou non? Allô? Vous avez vu que la résistance, c'est la somme des résistances, la résistance équivalente, ou vous n'avez pas vu ça? Non? Hein? Vous n'avez pas vu ça dans le cours. Comment vous pouvez répondre à ça? Alors, je ne sais pas. Alors, mais si je vous l'avais vu l'année dernière. D'accord, donc vous l'avez vu. Donc je dis que je peux écrire la chose suivante. Pour le courant, je peux écrire que c'est plus. Alors, je ne vais pas en fait l'écrire parce que sinon je vais vous induire en erreur. Donc, j'écris simplement que I égale à U divisé par R1 plus R2. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça, c'est évident pour tout le monde ou pas? Là, j'ai une résistance, j'ai simplement écrit que là, j'ai une résistance équivalente qui vaut R1 plus R2. C'est bon? Ok. Alors maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça revient au programme de cette année, c'est-à-dire qu'on vous dit d'exprimer V C moins VD
VD moins VC, pardon, et VA moins VD. Donc ça, c'est fait dans le cours, hein, il suffit de regarder. VD moins VC, c'est VDC. Et puis VA moins VD, c'est VAD. D'accord avec moi? Alors, ce qu'on peut faire, c'est que alors, le long d'un fil, vous avez une équipe potentielle. Donc ici, j'ai aussi le point A. C'est-à-dire que le point A, il est là, mais en fait, comme j'ai le même potentiel ici, le point A, il est là aussi. D'accord? Là, c'est un fil, donc le potentiel VA, il est là. Il est tout le long de ce fil, c'est le même. Et en particulier, il est égal à 0. Donc si je dessine maintenant mes différentes flèches, j'obtiens que VDC, et bien, ça va de D vers C. D'accord, on l'a vu ça. Donc j'ai ici VDC. D'accord, c'est super mal dessiné, évidemment. Et puis on me demande maintenant VAD. VAD. Ouais. Ouais, VDA, excusez-moi. Non, c'est VAD. C'est VD moins VA, vous voulez dire? Ah, excusez-moi. Oh, il y en a plein. Donc c'est VD. Et VD moins VC, c'est bon, ça, par contre. VD moins VC, je les ai. Alors, j'en ai pas le même poli. Il demande quoi exactement? Alors, attendez. VD moins VC, c'est bon? Ah, il a changé les notations, d'accord. Donc, je vais reprendre, parce que moi, j'ai pas les mêmes que vous, du coup. Donc, dites-moi, c'est VC moins VD? D'accord. Attendez, vous me donnerez les notations, parce que je les ai pas, moi. VC moins VD, c'est VCD, d'accord. Et l'autre, il vous demande quoi? C'est VDA, d'accord. Donc, du coup, mes flèches, c'est pas les mêmes. D'accord. Je vais remettre ma résistance là. Donc, on va tracer les flèches. VC moins VD, c'est VCD. C'est la flèche qui va de C vers D. Ok. Donc, c'est une flèche qui fait ça. Et l'autre, VDA, c'est une flèche qui va de D vers A. Ah, je sais pourquoi il avait ça. C'est pour moins vous embrouiller que les flèches soient dans le même sens. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ok. Alors, est-ce que tout le monde comprend pourquoi ça va comme ça? Bon, c'est mal écrit. Alors, je vous le mets pour que quand j'enregistre, ça soit, vous pouvez le regarder. Ça, c'est VCD, ça, c'est VDA. Vous voyez, quand je dis de faire des gros dessins, c'est pour éviter ce que je viens de faire, c'est-à-dire que finalement, on n'y voit plus rien. D'accord? Donc, je viens exactement de faire ce que je vous dis de ne pas faire. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Puisque là, c'est une application directe du cours. C'est bon? Maintenant, on va reproduire. Votre carte, ok. Donc ici, alors le courant I, il va dans ce sens-là, mais il va aussi dans ce sens-là ici, et il va aussi dans ce sens-là ici. Vous êtes d'accord avec moi? Le courant, il va toujours dans le même sens. Et donc là, maintenant, si je grossis un peu la branche, on va simplement grossir cette partie-là, d'accord? On va juste regarder cette partie-là. Donc, je ne sais plus qui est en haut, qui est en bas. C'est R en bas. Et là, j'ai V, CD et V, VDA. C'est-à-dire que quand vous avez... Bon, déjà de faire un gros dessin, ça c'est vraiment un dessin merdique. Hein, donc il a fallu faire un très gros dessin depuis le début. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, et ça c'est important, c'est de dire comme tout se passe de ce côté-là, je fais un dessin où je représente que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que ça. J'oublie ça et je regarde que ça. Ça me permet d'avoir de pas polluer mes yeux et pas polluer mon esprit avec des trucs qui servent à rien. D'accord? Je vais pouvoir me concentrer sur que là-dessus. Ok? Si vous voulez. Ouais, regardez par là. Vous devriez avoir une idée là. Ouais.
Ouais, tout à fait. Alors, on va décomposer un peu ton raisonnement parce que pardon, votre raisonnement parce que vous êtes arrivé tout de suite à la conclusion. Au début de l'exercice, on avait que, voilà, regardez là, la raison, hein, vous regardez là, on avait calculé ça en fait, hein, d'accord? Parce qu'en fait, U, alors ça c'est l'astuce, hein, mais vous voyez, c'est que U ici, U c'est égal à VCA. D'accord. Et ici, donc on vous demande tous les potentiels. Et vous voyez que, alors vous pouvez jouer avec plein de trucs, hein, mais UCB plus UDA, c'est égal à U, la tension du générateur. D'accord. Alors ce que j'aime bien quand je dessine mes flèches comme ça, c'est que c'est particulièrement évident, parce que vous voyez que cette flèche-là, la longueur de cette flèche plus la longueur de cette flèche, c'est égal à la longueur de cette flèche. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien les dessiner comme ça, vous voyez, parce que si c'est à 90 degrés, c'est moins évident. D'accord. Alors que là, on voit tout de suite cette flèche est égale à cette flèche. Vous voyez. Donc vous avez immédiatement redessine. Le seul truc merdique, c'est qu'il faut faire attention à pas se planter pour remettre les lettres. Vous voyez, il faut bien remettre les lettres là où elles sont par rapport aux résistances. Mais l'avantage de les remettre comme ça, c'est qu'il y a des choses plus évidentes qui apparaissent pour les sommes des flèches et tout ça, c'est vachement mieux. D'accord, souvent. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est que quand vous avez plein de flèches, des machins qui vous emmerdent, vous dessinez que celles qui vous sont utiles. Un gros dessin au départ. Parce que si vous regardez cette partie-là, vous avez ici je vais vous faire une belle résistance, vous allez voir. Vous avez ici un fil. Alors, regardez bien, je vais vous faire une chouette résistance. Elle est belle ma résistance. Puis là, je vous en fais une autre. Voilà. Et ça, c'est R1 et donc là, j'ai le point A, là, j'ai le point D, et là, j'ai le point C. D'accord. J'ai V. Là, j'ai U. Et là, j'ai I. D'accord. Parce que tout le monde est d'accord que ce dessin-là, c'est bien un grossissement de celui d'avant. Ok. Donc ça, c'est important de faire. Là-dessus, on me demande des choses, expression des différences de potentiel, patati patater. Euh, donc, bah, je vais faire, c'est la loi d'Ohm. Hein. Donc, je regarde ce que vaut VDC par rapport à I. Alors là, il faut toujours regarder le signe. Et vous voyez que ça tombe bien parce que I est dans le sens inverse de VCD. D'accord. Donc, je pense que dans votre poly, il a inversé exprès le signe parce que dans le premier poly que j'ai là, il donnait VCD, il donnait VDC. Et ça vous faisait mettre un signe moins sur la loi d'Ohm. Donc, comme ça, vous perturbez un peu trop. Donc là, vous avez simplement VCD est égal à R2 fois I, d'accord? Et VDA qui est égal à R1 fois I, d'accord? Donc ça, c'est simplement la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, elle marche bien parce qu'on vérifie bien ici que la convention des flèches croisées est bien vérifiée, d'accord? Donc on a bien R2I ici, ça, on a un signe plus, ça marche bien. D'accord. Alors, vous pouvez montrer que ce truc-là, c'est positif. Pourquoi? Parce que le courant est positif, puisque le courant est choisi dans ce sens-là. D'accord. La résistance est positive, le courant tel qu'il est défini, il est positif. Donc, le truc-là, c'est supérieur ou égal à 0, et ça, c'est supérieur ou égal à 0. Alors, il y a une autre façon de le voir, c'est que comme vous êtes, comme ces deux flèches-là sont dans le sens de U, et U est positif, d'accord. Donc, ces deux tensions-là sont positives, vu qu'elles sont dans le même sens que le U qui, lui, est positif. D'accord.
Alors, maintenant, on vous demande encore, ah, c'est toujours la même chose cet exercice, hein, ça tourne autour de la même chose. On vous demande de donner la valeur ou l'expression des potentiels électriques en A, B, C et D. Alors, j'ai une première question toute simple. Que pensez-vous du potentiel en C par rapport au potentiel en B? Quelqu'un a une réponse là-dessus? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a entre B et C? Exactement. Quand je tire un fil, je suis exactement au même potentiel, d'accord? Donc le principe, c'est le principe de votre prise électrique, hein, normalement, quand je suis entre votre compteur électrique et votre prise, normalement, il n'y a pas de chute de potentiel. Vous avez 220 volts là, vous avez 220 volts. Quand ça arrive au câble électrique, c'est 220 volts. Vous avez aussi 220 volts sur votre prise. Donc elle a tout à fait raison. Quand on a un fil, on n'a pas de chute de potentiel. Donc le premier cas qui est tout de suite facile à régler, c'est que vous avez VC égale VD. VB, pardon. Bien, donc pour lui, la messe est dite. Alors, VA, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, VA, qu'est-ce qu'il vaut? Ouais. VA, il vaut 0. Il est à la Terre. D'accord? Donc on considère que la masse de la Terre est toujours 0. Alors pourquoi? Parce qu'on considère que la Terre, c'est une très grosse capacité. Ok? Donc je vous rappelle que la Terre, je mets entre parenthèses, que V est égal à Q sur C. D'accord? Et pour la Terre, Q, on va dire qu'il tend vers l'infini. Ce qui fait que vous aurez beau charger la Terre avec toutes les charges que vous voulez, le potentiel va toujours rester à 0. Donc on considère que la Terre, quoi que vous fassiez, son potentiel est toujours nul. Okay? Vous aurez du mal à charger la Terre. D'accord? Donc son potentiel est toujours nul. Donc on a réglé le cas de B, C et A. Mais en fait, il ne reste plus que D en fait. Hein. Donc c'est pas très compliqué. Alors, VD, comment on va trouver son potentiel? À votre avis, regardez bien ce qu'on a calculé juste avant. Regardez bien ça. Est-ce que vous pouvez avec ça me calculer le potentiel en D? Quelqu'un a une idée de ça? Ou même regardez la page d'avant. On a calculé tout à l'heure VDA. On a calculé tout à l'heure VDA. Et on sait que ça, c'est égal à VD moins VA. D'accord? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, on vient de voir ici que c'est égal à R1I. D'accord? Ça, c'est simplement ça. Je le reporte là-dedans. OK? Donc, j'obtiens de façon évidente que VD, c'est égal à R1I plus VA. Mais on vient de voir ici que VA, c'est égal à 0. D'accord? C'est ce que madame, m'a fait remarquer. Donc ça entraîne immédiatement que VD est simplement égal à R1I. Voilà, et là on a gagné. On a tous les potentiels. D'accord? Il nous reste qui? Ah non, il nous reste V. Il nous reste aussi... alors ça, on a VA. On a VA, on a VD. Alors on a VC égale VB, mais on n'a pas encore calculé celui-là. Alors comment on va le calculer celui-là? On sait qu'il est égal à VB égale VC, mais comment on peut calculer celui-là? Ouais, alors ça, ouais. Alors ça, ben, on a fait ça au début, hein, rappelez-vous, que ça, c'est égal à U, c'est égal à U, et comme elle l'a fait justement remarquer, c'est égal à I facteur de R1 plus R2. Voilà.
Et là, on a gagné, on les a tous. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut penser, donc, sur ce genre d'exercice, c'est à redessiner votre circuit de façon à ce qu'il vous plaise mieux, d'accord? Vous voyez les flèches au bon endroit pour arriver à un truc comme ça. Puis faites pas comme moi, voilà, vous prenez le temps de faire un truc beau comme ça et vous voyez, ça paraît évident, d'accord? Faites pas un truc comme j'ai fait au début, complètement merdique. Moi j'ai fait ça, prenez les réponses, mais j'aurais pas dû vous faire ça, j'aurais dû vous faire un beau dès le départ. Donc là, vous faites que ce qui vous intéresse et vous voyez, regardez cette flèche plus cette flèche égale cette flèche, ça saute aux yeux, quoi. D'accord? Puis après, ça c'est facile, à condition de ne pas se planter dans les signes. Voilà. Et c'est tout facile après. D'accord? Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire chez vous pour voir si vous avez bien compris. C'est facile, hein, franchement. C'est pas dur. Le seul truc qui est merdique, c'est les signes, parce que si vous foutez dedans dans un signe, ça devient. Vous allez trouver zéro, vous allez trouver le truc merdique, quoi. Donc voilà. La loi d'Ohm, il faut chaque fois réfléchir, est-ce que mes flèches sont dans le même sens, qu'elles ne sont pas dans le même sens. Voilà, c'est tout, hein. Faut y penser, c'est tout. C'est compliqué, mais il faut y penser. Alors, on va faire un truc plus marrant. Euh, Il y en a un qui est un peu dur, c'est le 12. Si vous lancez dans le 12, faites-le chez vous et vous venez me voir la semaine prochaine pour que je le corrige avec vous parce que il n'est pas évident le 12, hein. D'accord? Donc, s'il y en a qui ont envie de se taper un truc un peu dur, vous faites le 12 et je le corrigerai avec eux la semaine prochaine, d'accord? S'ils n'y arrivent pas. Ok? Ou alors je mettrai une correction en ligne, je sais pas ce qu'on fera, mais il n'est pas très facile le 12. Alors, un petit exercice juste pour le plaisir. C'est le même que celui que vous venez de faire. Donc, vous allez voir. Vous pouvez vous inspirer de celui que vous venez de faire. Alors, on va faire un diviseur de tension. Ça, c'est pour voir si vous avez bien compris. Poum. Diviseur de tension. R1, R2. U. U. D'accord. Puis ici, U2. D'accord. Et je veux U2 en fonction de U. De R1 et de R2. Voilà, je vous laisse 5 minutes pour me calculer U2 en fonction de U, de R1 et de R2. Okay, c'est exactement le même que celui qu'on vient de faire. D'accord? Comme un indice, ça pourra vous aider d'introduire le courant I. Vous en aurez peut-être besoin dans un moment, si vous voulez. Mais à la fin, il va disparaître. Alors, allons-y. Donc, vous êtes tous arrivés, en gros, à U2 est égal R2I. Et vous êtes tous arrivés à U est égal à U est égal à R1 plus R2U. I. Alors en fait, ce qu'il faut garder, c'est le U, parce que en général, ça se fait avec un générateur de. Je fais comme bêtise. Avec un générateur de tension. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous avez un générateur de tension, donc U, vous le connaissez très bien. D'accord. Alors en général, vous êtes resté bloqué là, je sais pas pourquoi, parce que vous voyez, vous avez I, donc il suffit de remplacer le I et puis c'est gagné, quoi. D'accord? Et souvent, vous êtes arrivé là, puis vous êtes bloqué là. Mais si vous continuez, c'est très facile, hein. Vous avez U2 qui est égal à R2 sur R1 plus R2 I. D'accord? Et voilà. Et c'est fini. D'accord? Donc vous y êtes tous arrivés, donc c'est bien. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas. La dernière étape, vous l'avez un peu zappé. Alors, en fait, pour que ça marche bien, il faut garder R2. Il faut garder R2 petit devant R1. D'accord? Parce que si vous avez
R2 qui est plus grand que R1, d'accord? Vous avez R1 plus R2 qui est de l'ordre de R2, d'accord? Ce qui fait que vous avez R2 sur R1 plus R2, qui devient de l'ordre de R2 sur R2, ça vous fait 1. D'accord? Si vous regardez ce terme-là, si vous remplacez, si vous dites que R2 est très grand devant R1, vous pouvez simplifier le R1, vous le rayez. D'accord? Ce terme-là, vous l'enlevez. Okay, puisqu'il est petit devant l'autre. Et il vous reste R2 sur R2 et vous trouvez 1. Ça veut dire que si R2 est grand devant R1, vous divisez que dalle, vous faites 1. D'accord? Inversement, vous avez le cas opposé, qui est que si R2 est très petit devant R1, à ce moment-là, vous avez R2 sur R1 plus R2. À ce moment-là, vous pouvez enlever le R2 devant le R1, d'accord, puisque R2 est très petit devant R1. D'accord, vous pouvez enlever ce terme. Et vous avez R1, et vous trouvez ici que ce terme-là est égal à R1 sur R2. D'accord, essentiellement, ça devient ça. Ouais. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Ouais. Attendez, celle-là? Ouais, c'est U, ouais, vous avez raison. Mille excuses, c'est U. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait. C'est une grosse bêtise que j'ai écrit. C'est un U. C'est un U. C'est très bien. C'est-à-dire que vous suivez parfaitement les bêtises que j'écris. C'est un U. Alors bon, ça c'est un petit peu compliqué parce que les limites qu'on prend sur les formules, vous n'avez pas encore bien l'habitude. Mais... Donc ça c'est pas un montage folklorique. Hein. Moi je m'en sers tous les jours dans mes montages d'électronique pour faire des choses. Hein. Donc c'est un truc qui existe vraiment. De toute façon, on a le diviseur de tension. Bon, alors, comme ils n'en ont pas donné plus d'exos sur les circuits, c'est un peu embêtant, mais bon, on va s'arrêter là. Par contre, on va vous faire d'autres exercices, du coup, sur les conversions courant-tension avec des ordres de grandeur. Alors, j'en ai un qui est un peu marrant pour vous. Je ne sais pas s'il y a des grands écologistes dans la salle, fervent. Euh, on va calculer un truc marrant sur les ordres de grandeur. Et après, on fera l'exercice sur les diodes, sur les LED, là. Alors, je vais vous proposer un exercice suivant. Exercice suivant qui concerne un truc, parce qu'en ce moment, je changeais de voiture, donc je m'étais posé cette question-là. Concerne les voitures électriques. Alors, on va se poser la question de savoir combien de courant, quelle puissance on a besoin pour recharger une voiture électrique. Donc, la première chose qu'on... Alors, je vais vous donner les données du problème et je vais essayer de vous laisser vous débrouiller avec. D'accord? On va supposer que vous êtes conseiller du ministre, d'accord? Et le ministre, il vous demande quelle est l'énergie dont j'ai besoin, enfin la puissance dont j'ai besoin pour recharger mes voitures. Alors, les données du problème, c'est les suivantes. Donc, vous allez voir pourquoi c'est relié à votre cours. Parce que c'est exactement les conversions que vous allez faire. Alors, une voiture électrique, ça fait à peu près 100 kilowatts. Bon, c'est déjà une grosse voiture. Hein. D'accord? Et alors, ça vous stocke, alors je sais plus. Combien ça stocke, je sais même plus. Je crois que c'est quelque chose comme
comme 10 kWh ou un truc comme ça. Dans 50 kWh. La batterie, l'énergie stockée, on va partir de là, c'est 50 kWh. D'accord? Le chargeur, un chargeur bas de gamme, c'est des chiffres vrais hein, ce que je vous donne, hein, c'est les chiffres, je crois que c'est les chiffres pour la Zoé, donc vous voyez, c'est pas, en plus je vous prends pas un foudre de guerre, c'est une Zoé que je vous donne, hein, c'est pas la Tesla. Hein. 50 kWh et ça se recharge en 10 heures, je crois à peu près. Je vous mets des chiffres ronds, mais pas loin de la réalité. Bon. En autonomie, je crois que c'est 400 km. Ça vous donne même pas. Alors, bon, ça c'est les chiffres. Alors, actuellement, il y a 40 millions de véhicules en France. Beaucoup, hein. C'est plus d'un par foyer, en moyenne. Voilà. Et alors, le ministre, il dit, voilà, mon objectif, c'est je passe la moitié des voitures en électrique. Pourquoi pas? Et puis, comme elle a quand même 300 bandes d'autonomie, on va dire qu'un conducteur moyen, il les recharge tous les 4 jours. Tous les 4 jours. D'accord? Question. Quand les gens rechargent leur Zoé, de quelle puissance a-t-on besoin? Est-ce que vous voyez le problème que se pose le ministre? Le ministre, il se dit, voilà, je mets la moitié de mon parc en véhicule électrique, et puis les gens, ils les rechargent tous les 4 jours. La question, c'est est-ce que mon réseau EDF peut encaisser le choc? D'accord? Voilà. Et là, je vous donne toutes les données du problème. Et c'est un exercice d'électricité, vous avez toutes les données pour répondre à la question. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça pendant 10 minutes. D'accord? Donc vous avez toutes les données. Donc maintenant, il faut que vous réfléchissiez à comment on va mettre ça en route. À la fin, il faut que vous me calculiez, pendant que ça recharge, euh, de quelle puissance j'ai besoin. D'accord? Donc, ce problème, comme je vous le disais, c'est un peu l'équivalent des locomotives à vapeur, puisque les locomotives à vapeur, il fallait mettre non seulement du charbon, mais de l'eau. Hein. Donc, quand vous regardez les westerns, il y a toujours une grande citerne d'eau, puisqu'en fait, le charbon servait à chauffer l'eau qui faisait de la vapeur, et c'était la vapeur qui faisait tourner le truc, c'était pas le charbon. Donc, comme la locomotive avance, son niveau d'eau baisse, et puis il fallait recharger l'eau quand elle arrive en gare. Nous, c'est pareil, sauf que ce qui baisse, c'est de l'énergie. Et à un moment, il faut recharger l'énergie. Et donc, de même que la locomotive, si elle veut être rechargée très vite, il faut un truc qui a un gros tuyau.
Et bien la voiture, c'est pareil, il faut un plus ou moins gros tuyau pour remplir l'énergie qu'il faut. Et la locomotive, si on veut un trop gros tuyau, ben ça ne suit pas. Et ben la voiture, c'est pareil, si on veut un très gros tuyau, ben alors ça ne suit pas. Alors, ben, simplement, la quantité d'énergie, l'équivalent du volume d'eau qu'on va mettre dedans, c'est la quantité d'énergie qui est stockée. Hein, j'ai 5000 litres d'eau, ben j'ai 5000 quantités d'énergie. Et la taille du. Si je divise par le temps qu'il met à remplir, que ce soit l'eau ou que ce soit l'énergie, eh ben, j'obtiens simplement, alors en termes électriques, ce qu'on appelle la puissance. D'accord. Plus la puissance est élevée, plus le tuyau est gros. C'est tout bête. Donc, la quantité d'énergie, c'est simplement la taille, la quantité d'eau que je mets dedans. Donc, la puissance qu'il me faut, pour charger ma batterie, c'est l'énergie stockée divisé par le temps de recharge. Alors, évidemment, il faut mettre ça en SI, machin truc. Donc 50 kWh, ça vous fait 50 10 puissance 3 fois 3600 divisé par 1 heure, par 10 heures, fait 10 fois 3600. Vous êtes d'accord? Donc vous avez les 3600 qui se simplifient. Le 10, ça fait 50, le 10, ça fait 50, ça fait 5 10 puissance 3, donc les 10 se simplifient. Ça vous fait 50 10 puissance 2, d'accord? Et ça vous fait 5 kilowatts. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calcul? C'est bon? Je ne suis pas trompé, vous avez trouvé tout ça? Et 5 kilowatts. Bien. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une voiture, parce que 5 kilowatts, c'est que dalle. 5 kilowatts, c'est, je sais pas moi, un ordi, ça doit faire quelques centaines de watts déjà, un ordi, je pense. Avec votre écran. Alors, il faut savoir que la consommation moyenne, alors ça j'ai regardé aussi d'un appartement, alors, je ne sais pas si vous vivez tout seul dans un appart, mais un appartement moyen de 100 mètres carrés, la consommation moyenne au repos, si vous regardez sur l'année, la consommation moyenne de votre appartement, c'est 2 kilowatts en permanence. Quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Vous, votre puissance au repos, mais vraiment au repos, hein, quand vous faites rien du tout, vous dormez, vous digérez même pas, hein, vous dormez, c'est à peu près 100 watts. C'est beaucoup. Hein. Par contre, vous, c'est-à-dire que vous, les fonctions vitales font déjà 100 watts. Donc c'est déjà beaucoup. Donc une maison qui en moyenne c'est 2 kilowatts. Enfin, il y a des ordres de grandeur qu'on vous demande là-dessus. Donc 5 kilowatts, c'est pas énorme. Mais c'est parce qu'on charge en 10 heures. Hein. C'est-à-dire que chez Zoé, ils vous proposent un chargeur à 50 kilowatts. Donc 50 kilowatts par rapport à ça, vous allez gagner un facteur 10. Donc vous la rechargez en 1 heure. C'est facile à voir. Alors, vous stockez 50 kilowatts. Si vous avez 50 kilowatts de chargeur, en 1 heure, elle est faite. D'accord. Ça, c'est une option chargeur de luxe. Alors, le problème, c'est que les Zoé, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Alors, vous allez voir ici que une Zoé a besoin de 5 kilowatts, donc il est à 500 watts, c'est ça, ouais, un truc comme ça le chargeur. Donc, ça, c'est facile. Donc, le nombre de voitures. Donc, on a dit qu'il y a 40 millions de voitures. D'accord? Mais qu'il y en a la moitié seulement qui est en parc électrique. D'accord? Et puis comme il recharge que tous les 4 jours, bah, finalement, il n'y en a que la quart qui compte. Ok? D'accord avec moi. Donc si je calcule ça, ça me fait 10 fois 10 puissance 6 divisé par 2. Ça me fait 5 10 puissance 6.
D'accord. Là, je simplifie les 4. Il me reste un 10 divisé par 2, ça me fait 5 10 puissance 6. Ok. Bon, donc à un moment, j'ai 5 millions de Zoé qui vont se mettre à se recharger. Alors le petit problème, c'est que les Zoé, elles vont se mettre à se recharger ensemble, hein, parce que je rentre le soir, c'est là que je la branche ma voiture. Hein. D'accord. D'où la puissance totale. Que je demande. Alors on a vu puissance 3. Donc ça me fait 5 10 puissance 3 fois 5 10 puissance 6. D'accord. Ça me fait 25 10 puissance 9. D'accord. 6, 3, 9, c'est-à-dire l'équivalent de 25 gigawatts. D'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce petit calcul? Mhm. Pardon. Parce que j'ai la moitié des OE et je recharge que tous les 4 jours. D'accord. Ce qui est optimiste, hein, tous les 4 jours. Alors, la deuxième information que je vais vous donner, juste pour votre culture générale, c'est que une tranche de centrale nucléaire, c'est à peu près 1 gigawatt par tranche de centrale nucléaire. D'accord. Un peu plus. Hein. Mais bon. En France, on a à peu près 56 tranches de réacteurs nucléaires. Alors c'est à peu près c'est 1,2 gigawatt, je crois, en moyenne. Donc ça nous fait 1,2 fois 56. Je pense, par contre, je suis obligé de prendre la calculette. Allez, la louche, ça vous fait 70 gigawatts. D'accord. Et alors, vous trouvez un truc intéressant, c'est que vous trouvez que quand vous faites ça, vous trouvez que 40% du réseau est utilisé pour recharger la voiture. Alors ça, c'est un calcul qui est vachement intéressant. Alors ça, j'aime bien vous le faire. Pourquoi? Parce que d'abord, vous apercevez que ça rentre complètement dans votre cours. Deuxième chose, ça vous montre que la physique, c'est fait pour calculer des choses concrètes. C'est pas fait pour calculer. Enfin, ça permet aussi de calculer des choses abstraites, mais je dirais pour vous qui ne serez pas des physiciens, ça vous permet surtout de calculer des choses très concrètes et d'avoir un point de vue sur la politique et sur les choses de la ville et de la société. D'accord. C'est-à-dire quand vous écoutez des gens qui vous disent paf, on va faire tout l'électrique, ça pose un problème quand même, parce que ça, c'est un calcul extrêmement optimiste, où on a changé que la moitié des voitures. On a pris qu'ils rechargeaient la voiture que tous les 4 jours, ce qui est quelque chose d'optimiste. Et surtout, on a pris un chargeur lent, c'est-à-dire qu'on a pris un chargeur qui recharge en 10 heures. Les chargeurs rapides que propose Renault, ils sont 10 fois plus gros en puissance. D'accord. Là, c'est un chargeur, vous avez vu, il calcule, alors, il recharge en 10 heures, donc je ne sais plus combien on avait calculé, enfin, il calcule, combien on avait trouvé d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Un tout petit chargeur. Si vous mettez déjà un chargeur qui est 2 fois plus puissant, vous mettez à genoux tout le réseau EDF. D'accord. Pour recharger votre voiture, hein, uniquement. Donc vous avez le choix entre regarder la télé et charger la voiture.
En gros, c'est ça. Et là, vous êtes déjà à 40% du réseau EDF qui est pris pour ça, ce qui est complètement inenvisageable, hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas du tout consacrer 40% du réseau uniquement pour ça. Et vous n'avez pas cette marge-là, hein, de manœuvre. Ça veut dire que avec le réseau français actuel de centrales électriques, vous pouvez au mieux avoir quelques pourcents de voitures électriques, sans mettre à genoux le réseau EDF. C'est-à-dire que si vous mettez quelques pourcents, ici on est à 40%, si vous le divisez par 10, vous arrivez au fait que vous avez quelques pourcents du parc EDF qui est pris pour recharger les voitures, ça c'est raisonnable. D'accord. Si vous êtes à 10%, vous allez déjà prendre 10-15% pour recharger les voitures, ce qui déjà posera un problème. D'accord. Mais si vous montez à la moitié, faut à peu près construire autant de tranches de nucléaire qu'on a actuellement pour amortir le choc, quoi. Donc si vous voulez vraiment passer à la voiture électrique, ça veut dire que vous construisez du nucléaire à fond dans les 10 années qui viennent, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Alors là où j'étais un peu pessimiste, c'est que j'ai compté que les gens rechargent tous en même temps leur voiture. Il y en a peut-être qui vont charger dans la journée si on fait des bornes électriques partout. Mais voilà. Mais si vous comptez que tout le monde recharge le soir, et là j'ai mis des chiffres très optimistes en chargeant tous les 4 jours, en prenant des chargeurs très très lents, euh, là vous mettez à genoux le réseau. Donc je pense que les voitures électriques, alors soit ils tiennent pas compte de ça, ils ont oublié d'en tenir compte, soit en fait ils savent très bien que ça sera jamais plus que quelques pourcents du réseau qui marchera comme ça. On peut pas tellement aller plus loin. Sans construire des centrales électriques à tour de bras. Après, ça, alors, je suis toujours étonné par les gens qui font de la politique, en particulier de l'écologie, du fait qu'ils font beaucoup d'incantations mais ne mettent pas de chiffres. Et si vous regardez les problèmes de chiffres de tout ce qui est électrique, le problème c'est pas tellement c'est pas tellement par exemple sur l'énergie solaire, c'est pas tellement le principe, c'est les chiffres que vous mettez derrière. Et alors pour mettre des chiffres, vous allez me faire un petit calcul vite fait. Vous allez voir, vous allez prendre 1 litre d'essence, de pétrole, d'essence. Donc vous savez ce que ça fait 1 litre d'essence, hein. Ça fait, je sais pas, quelqu'un a une bouteille d'1 litre, hein, vous voyez, ça fait ça, c'est pas grand chose. Euh, Ça fait 35 mégajoules de stocké. Alors, la question c'est que souvent, 35 mégajoules, on ne sait pas trop ce que ça représente. On va prendre une baignoire pleine. Et on va dire ça fait 150 kilos une baignoire pleine. Alors en fait, que ça soit moi ou de l'eau, ça change pas grand-chose parce que un corps humain, ça a à peu près la densité de l'eau. Donc que ça soit de l'eau ou que ça soit vous dedans, ça change que dalle en termes de masse. Alors ma question, c'est combien de baignoires, combien de baignoires je peux monter en haut de la tour Eiffel? Vous savez quelle hauteur elle fait, la tour Eiffel? Hein? Hein? Combien? Ouais, on va dire 300, hein, je vous fais cadeau des 24 mètres. Vous vous rappelez la formule de l'énergie potentielle? C'est mg fois la hauteur. D'accord, c'est pas compliqué, hein. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour faire ce calcul. C'est ça. Donc, alors l'énergie potentielle pour une baignoire, c'est mgh. Donc si vous faites ça, le nombre de baignoires, c'est simplement 35 10 puissance 6 divisé par je sais pas quoi, je sais pas combien on trouve d'ailleurs quand on fait ça. On trouverait combien pour l'énergie potentielle?
Combien? 450 10 puissance 3, c'est ça? 450 et tout? Ouais, 450 et 10 puissance combien? Hein? 10 puissance 3, c'est ça? Et vous trouvez à peu près 80 baignoires, hein. Bon, après, bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce chiffre est extrêmement impressionnant, parce que vous voyez une baignoire de 150 kg en haut de la tour Eiffel, ça fait. Alors, il y a quand même un truc dont je n'ai pas tenu compte ici, c'est que quand vous avez un moteur thermique, le rendement est très faible. Un moteur thermique dans une voiture, le rendement est de 30%. Donc en fait, si vous alimentez une moteur thermique, vous divisez le chiffre par 3. D'accord, vous avez plus que 30 baignoires. Alors que dans un moteur électrique, le rendement est proche de 80%. Donc vous récupérez quand même de ce côté-là, vous avez un rapport 8 troisièmes qui est en faveur du moteur électrique. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est quand même que vous avez un stockage d'énergie volumique qui est faramineusement élevé dans de l'essence. Parce que si vous prenez une batterie du même volume, bon, ben vous allez recharger votre tablette un certain nombre de fois, mais guère mieux. D'accord? Et puis vous allez peut-être monter une baignoire sur 1 mètre, mais maximum, quoi. D'accord? Alors qu'avec le même truc en essence, vous allez balader. Alors, vous allez monter, alors même en tenant compte du rendement, vous allez monter une trentaine de baignoires en haut de la Tour Eiffel. D'accord? Donc, vous voyez tout de suite le problème des moteurs électriques quand vous avez vu ce rapport-là, si vous voulez. Parce que dans une Zoé, en fait, bon, vous voyez très bien, une Zoé, vous stockez de quoi faire 400 km. Dans la Zoé, vous avez des batteries, vous avez 2 tonnes de batterie, hein. Et en fait, c'est parce que la Zoé, si vous regardez la quantité d'essence qu'elle stocke, en équivalent en termes d'énergie stockée, elle stocke 5 litres d'essence. Toutes les batteries correspondent à peu près en termes d'énergie stockée à 5 litres d'essence. D'accord? Donc ça, c'est que dalle. Donc vous voyez tout de suite le problème de l'électrique en termes de stockage de ça. Alors en fait, il y a une raison très simple, c'est que quand vous mettez de l'essence, chaque molécule que vous mettez participe à la réaction. Donc vous grillez toutes les molécules. Alors dans une batterie, 90% de ce que vous mettez ne sert à rien. C'est des armatures, c'est du machin, c'est des trucs pour faire des réactifs, mais les molécules qui réagissent, ça représente que dalle dans la batterie en fait. Tout le reste, ça sert à rien. Okay. Bon voilà, ça c'était les petits exercices pour s'amuser. On va finir avec l'exercice sur les diodes. D'accord? Allez, on finit avec l'exercice sur les diodes et après on aura fini les legs, je crois. Allez, exercice sur les diodes. Alors, dans la catégorie histoire de choses, curiosité. Alors, les diodes rouges et vertes, ça existe depuis longtemps. Alors, la couleur des diodes, ça dépend un peu du semi-conducteur avec lequel elles sont faites. Les diodes bleues, ça arrivait assez récemment, enfin, récemment pour moi, pas pour vous, dans les années 2000 à peu près, 90-2000. Alors, est-ce que vous savez le gros intérêt d'avoir une diode bleue? On avait le rouge, le vert, et puis on a fait le bleu. À quoi ça sert, à votre avis? Enfin, ça sert pas qu'à ça, mais ça sert aussi à ça. Enfin, quand même, vous qui passez votre temps devant des écrans. Vous avez jamais vu quand vous allez à la Fnac ou ailleurs les technologies d'écran? Quand on vous vend des écrans à LED, vous n'avez jamais posé la question ce que c'est. Est-ce qu'il y en a un qui a un écran à LED là, dans la salle? Bon, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle du RVB? Vous savez ce que c'est que le RVB? Non, personne? Ben, le RVB, hein? C'est des... Ouais, et RVB, ça veut dire quoi? Voilà. Si vous avez du RVB, vous faites toutes les couleurs. Et jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas faire du RVB avec des LED parce qu'il manquait le bleu. À partir du moment où vous avez le bleu, vous faites du RVB. Et donc, les télé RVB, vous avez sur chaque pixel, vous avez 3 diodes. Une rouge, une verte et une bleue. Et jusqu'à maintenant, il leur manquait le bleu. Maintenant, ils peuvent faire des télé RVB. Et l'intérêt, c'est que vous avez un contraste énorme. C'est-à-dire quand le pixel est éteint, il est vraiment éteint. D'accord? Donc c'est pour ça que vous savez qu'en télé, un des problèmes, c'est le contraste, par exemple, sur les systèmes qui existaient avant. C'est que vous aviez, par exemple, sur les trucs à cristaux liquides, vous aviez toujours un éclairage par l'arrière,
Ce qui faisait que vous aviez toujours, le noir était pas vraiment noir et c'était un des problèmes. Sur les plasmas, c'était mieux, mais c'est quand même sur les trucs à cristaux liquides, vous aviez toujours un noir qui n'était pas franchement noir. Là, sur les LED, vous avez une dynamique énorme parce que quand c'est noir, la LED est éteinte, elle est vraiment éteinte. Donc vous avez des dalles comme ça, où sur chaque pixel, et ce qui est vraiment, au niveau technologique, qui est vraiment un exploit, c'est sur chaque pixel, vous avez trois diodes, une rouge, une verte et une bleue. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils font toutes les couleurs. D'accord. Alors sur les grandes dalles, c'est un peu difficile à faire, mais sur les petites dalles, ça marche très très bien. Alors c'est un peu difficile à faire, c'est pour ça que c'est une technologie quand même assez chère. Enfin, je sais pas où ils en sont maintenant en prix, mais à quelques temps, c'était quand même encore des technos assez chers ça, à faire. Je sais pas si c'est toujours aussi cher, mais bon, c'était quand même pas complet, c'était pas à donner quoi. Alors ce qui est un peu plus compliqué à faire, et ils ont du mal, c'est à faire un laser. Parce que pour faire un laser, il faut faire une cavité, et ça c'est un peu plus compliqué à faire parce que ça chauffe beaucoup. Voilà. Et alors la caractéristique d'une diode, c'est que c'est passant dans un sens et c'est bloqué dans l'autre. Donc vous voyez ici, si je me mets dans un sens, j'ai le courant qui augmente d'un coup, et dans l'autre sens, ça bloque. Ok. Voilà. Euh, c'est ce qu'on vous demande. Donc, donc mes LED. Ah oui, j'ai la moitié du sujet là. Je vais venir la récupérer parce que si j'ai pas les questions, ça va pas le faire. Merci. Alors bon, il suffit de regarder la caractéristique. Hein. Donc on vous propose de regarder la LED rouge. Alors un des problèmes, si vous voulez, de ces LED, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes seuils de déclenchement. Et comme le courant est exponentiel dans ces trucs-là, c'est vachement merdique parce que le courant part d'un coup. Alors en général, quand on fait des LED, on essaie de les polariser plutôt en tension pour pas avoir ce problème. Enfin bon, ça c'est un petit truc d'électronique. Alors, on polarise notre LED avec la différence de potentiel au bord de cette LED rouge est de 1,93 volts. D'accord, donc on est quasiment à 2 volts si vous mettez un trait là. Et on a un courant de 20 milliampères. Donc la puissance en watts associée, bon mais ça c'est toujours facile, hein, la puissance en watts associée, ben P c'est toujours UI, d'accord, ça change pas. Donc vous avez 1,93 fois 20 milliampères, donc ça nous fait, je sais pas, on va dire que c'est 2 fois 2, 10, combien vous dites? 38 600 quoi? Je pense que vous avez fait une erreur. Ça fait 4 milliwatts. Je pense. À peu près 4. Si on met directement une tension de 12 volts au bord de la même diode, le courant va être énorme. Alors le courant est énorme pour essayer de l'exprimer, mais comme c'est complètement, ça vient droit, donc on n'a pas, on ne sait pas, mais enfin vous allez trouver des courants énormes qui vont griller la LED. Donc on va mettre une résistance en série et on cherche à avoir un courant qui est inférieur à 20 millivolts. Donc I égale 20 millivolts. Et en fait, vous avez un courant de 20 millivolts et on vous dit qu'en fait, c'est égal simplement à un courant à 20 milliampères, pardon. Et ce courant-là, eh ben, c'est simplement U sur R. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc ça vous entraîne que R est égal à U sur I. Et donc il est égal à, allez, à 2 volts divisé par 20 milliampères. C'est égal à 1 kilo. D'accord. Ah mais je suis planté, c'est 12 volts qu'ils mettent, c'est ça? Excusez-moi. 12 volts divisé par 20 milliampères, ben ça fait combien? Ça par contre, il faut le calculer. Combien? 0,6. Donc, non, c'est pas possible, 0,6. 600. 12 divisé par 20 milliampères. Ça fait combien? 600. D'accord.
Voilà. Alors, l'autre solution, c'est de monter des LED en série. Ah si, pour faire du blanc, une autre application que je sais pas si vous avez acheté chez vous des lampes à LED, des ampoules à LED. Bah, c'est pareil, c'est des LED, vous avez en fait 3 LED à chaque fois, une rouge, une verte, une bleue pour faire du blanc. D'accord. Et c'est vachement efficace, hein, ça. En plus, c'est increvable, hein, parce qu'une LED, ça dure la vie des rares. Donc, on vous les met en série. Euh, donc, on veut un courant, je prends 20 milliampères, d'accord. Donc, il faut simplement que la résistance soit de l'ordre. On veut que le courant soit proche de 20 milliampères avec une tension de la source d'alimentation de 12 volts. Donc, on va mettre des LED en série, d'accord. Et on va ramener le courant à 20 milliampères. Ok. Ah oui, mais simplement, il faut mettre suffisamment de résistance pour ramener. Alors, on sait que quand on a 1,93 volts, d'accord, on a 20 milliampères. Donc, en fait, on veut ramener la tension sur chaque diode à 1,93 ampères. D'accord. Donc, on veut que sur chaque diode, on a 1,93 milliampères, puisqu'on sait que quand il y a 1,93 milliampères, il y a 20 milliampères, 1,93 volts, puisqu'on sait que quand il y a 1,93 volts, il y a 20 milliampères qui circulent. D'accord. Alors pour ça, c'est pas très très compliqué parce que on sait que quand on a N diodes en série, la tension s'ajoute. D'accord. Donc il suffit simplement d'avoir un nombre N qui est égal à 12 volts divisé par 1,93 volts et vous trouvez essentiellement, alors si vous faites ça, vous allez trouver une dizaine de diodes, de LED. D'accord. Si je mets une dizaine de LED, il faut le chiffre exact, hein, vous regarderez, une dizaine de LED, la tension aux bornes de ma LED se retrouve de l'ordre de 1,93 volts, c'est-à-dire que le courant qui va circuler dans chacune des LED va être égal à 20 milliampères et donc ma LED va supporter le choc. Voilà, je vous laisse filer.